Bonjour à tous, merci donc d'être venus aussi nombreux donc à notre conférence sur le carbone, donc organisée par la coopération agricole. Donc je me présente, Carole Lejeune, je suis en charge des enjeux du carbone donc au sein de la coopération agricole, et donc on va aujourd'hui parler des défis climatiques, les solutions des coopératives pour contribuer à la neutralité carbone. Donc évidemment, hein, c'est un sujet qui touche particulièrement le secteur agricole et pas que. C'est celui du climat. Les rapports successifs du GIEC, les événements climatiques extrêmes des dernières années qui touchent de plus en plus durement les exploitations. Donc ça vient effectivement donc mettre en péril les enjeux de résilience des exploitations agricoles au niveau du secteur, et surtout ce qui ressort en fait des derniers rapports scientifiques du GIEC, c'est qu'il y aurait une solution, il y a une solution, c'est les enjeux de la neutralité carbone. Qu'est-ce que c'est la neutralité carbone? C'est zéro net émission en 2050. C'est une question auquel on souhaiterait répondre aujourd'hui ensemble, essayer de décrypter ce que c'est la neutralité carbone, en quoi les coopératives aujourd'hui répondent déjà et tentent de répondre à ces enjeux de la neutralité carbone. Et donc on va avoir autour de la table différents experts et acteurs de l'atteinte, l'accompagnement au niveau du secteur agricole et agroalimentaire pour permettre d'atteindre les enjeux de la neutralité carbone au niveau national. Donc je ne vais pas être très très longue, je vais laisser directement donc évidemment Gilles Fassot, qui est éleveur donc au sein dans le Morbihan, qui donc est expert sur les sujets du carbone et du climat au sein de la coopération agricole, nous faire donc un état des lieux en fait des enjeux de la neutralité carbone pour la coopération agricole, pour les coopératives agricoles, et surtout nous présenter un ouvrage qui donc est présenté aujourd'hui en exclusivité mondiale pour vous, qui est donc un ouvrage qui met en avant en fait une dynamique qui est lancée aujourd'hui au sein des coopératives agricoles, mais qui est déjà existante, et on va le voir puisque c'est des initiatives qui existent depuis des dizaines, voire une vingtaine d'années, sur des enjeux en fait de la neutralité carbone, qui vont être aussi bien l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, la capture du carbone, l'adaptation au réchauffement climatique, évidemment, sans lequel en fait le secteur agricole et agroalimentaire ne sera pas en capacité de répondre à ces enjeux. Donc on va un peu vous illustrer tout ça aujourd'hui, cet après-midi, et surtout essayer de répondre à vos questions, puisqu'on est sur des sujets quand même très techniques et surtout prospectifs, et qui posent énormément de questions et qui peuvent aussi alerter énormément. Voilà, donc je ne serai pas plus longue. Merci en tout cas à tous les intervenants qu'on présentera un par un par la suite. Donc le programme est chargé mais très, très intéressant. Je laisse la parole donc à Gilles pour un peu nous expliquer les enjeux au niveau de la coopération agricole. Bonjour à toutes et tous. Donc ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Hop, c'est bon. Voilà. Donc je suis agriculteur dans le Morbihan. Je suis éleveur de cochons et puis j'ai aussi des cultures. Je suis administrateur de la coopérative Cooperl et je suis président du comité climat carbone de la coopération agricole. C'est vrai que je reprends un peu ce que vient de dire Carole, c'est qu'il y a un constat irréfutable. Et alors l'été vient de nous le montrer, que le changement climatique impactera en premier lieu les agriculteurs et l'économie agricole. Je pense que là, on a la démonstration cet été, et je pense que même les personnes qui travaillent hors du monde agricole en sont pleinement conscientes. Donc c'est pour ça que la coopération agricole a voulu conduire une réflexion stratégique qui devra guider notre action dans la prochaine décennie. Donc la présence... Du coup, je vois pas les slides, mais c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Donc, non, mais c'est pas grave, je fais comme ça. Présentation de la... Donc, pour vous présenter un peu ce que c'est que la coopération agricole, anciennement COP de France. Donc c'est 2200 coopératives. Quelques chiffres qui illustrent bien la taille de la coopération agricole. Ça représente 40% du chiffre d'affaires de l'agroalimentaire française, 85 milliards d'euros, 190 000 employés, un tiers des marques alimentaires. La coopération agricole, les coopératives qui font partie de la coopération agricole collectent 55% de lait, 70% de la collecte de céréales et d'oléoprotéagineux,
33% du bovin, 60% de l'ovin, 93% du porcin. Donc on représente quand même une grosse partie du monde agricole français. Ce qui nous permet aujourd'hui, et je rebondis sur ce que vient de dire Carole, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a déjà beaucoup d'initiatives qui sont prises pour décarboner. Donc décarboner, c'est émettre moins, et surtout comment on séquestre du carbone. Il y a vraiment deux choses, hein. C'est émettre moins, d'accord. Donc là, il y a de la recherche, il y a de la technologie, et puis aussi comment on va séquestrer du carbone, en sachant qu'on est obligé d'avoir des solutions technologiques pour émettre moins, puisqu'à un moment donné, la séquestration elle sera full, on ne pourra plus. Donc il y a un moment donné, si on n'a pas fait l'autre travail, il y a un moment où on sera coincé, donc c'est important. Ce que Carole disait, puis elle pourra interagir, je ne sais pas si vous m'entendez bien avec le micro, c'est un bon oui. C'est que, non, c'est bon. En 2050, l'Europe devrait être le premier continent neutre en carbone, et la France devra clairement montrer l'exemple, puisque via son agriculture et sa production massive de biomasse, c'est la nation qui c'est ce qui lui permettra de relever ce défi. Alors, 2050, c'est demain. Et ça veut dire que pour demain, on doit diviser par 6 les émissions de gaz à effet de serre, multiplier par 3 notre puits de carbone, c'est-à-dire pour séquestrer le carbone, et décarboner entièrement notre consommation d'énergie. On est aujourd'hui en 2022. Le pas de temps, il est vraiment très, très court. Ce qui est important, c'est que l'agriculture, elle pourra agir sur ces 3 piliers à une condition, c'est de renforcer la résilience des systèmes agricoles face aux effets du changement climatique et aussi augmenter la capacité des écosystèmes à stocker le carbone dans les plantes et les sols, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Alors la responsabilité, elle n'est pas que celle des agriculteurs, bien évidemment. La responsabilité, elle est de tous les acteurs économiques de la chaîne alimentaire, les producteurs, les industriels, les distributeurs et les consommateurs. Aujourd'hui, trop souvent, on parle de décarbonation dans l'agriculture, et puis chaque citoyen se dit bah, tiens, super, il n'y a plus le Covid, on peut reprendre l'avion tant qu'on veut, etc. Donc chaque citoyen ne pense pas forcément à ses émissions de carbone. L'objectif de la coopération agricole, c'est justement, comme on a un grand nombre de coopératives qui composent la coopération agricole, c'est de pouvoir échanger, et comme certaines coopératives ont déjà pris de l'avance sur la décarbonation avec des solutions qui existent, et de pouvoir aussi échanger, et on avance un peu plus vite ensemble. Donc c'est aussi l'idée de cette fédération. Alors, je crois que, Carole, tu voulais que je présente le thème. Oui, justement. Donc, comme je disais, en exclusivité mondiale, donc, le thème de la coopération agricole, agir face à l'urgence climatique, contribuer aux défis planétaires. On va dire que c'est un ouvrage qui regroupe, comme je vous disais, donc, tout un tas d'initiatives qui existent au sein de la coopération agricole, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est-à-dire que là, on a mis en avant, vous le verrez, 19 initiatives de coopératives. On a 3 grands témoins qui donc vont proposer leur regard sur les enjeux du climat au niveau du secteur agricole. On a le président de la région Bretagne, on a également l'ADEME, le ministère de l'Agriculture. Toutes ces organisations, ces organismes politiques et l'administration ont un regard, évidemment, et ont des attentes très précises du secteur agricole au niveau des enjeux du climat. Donc l'idée, c'est surtout de mettre en avant en fait, une dynamique qui est déjà lancée et engagée au sein des coopératives agricoles. On va le voir après dans les différents témoignages qu'on va vous présenter en direct. Mais voilà, l'idée de cet ouvrage, c'est justement de montrer et de mettre en application ce qui existe déjà aujourd'hui, à la fois sur ces 3 fameux piliers de la neutralité carbone qui sont l'atténuation des émissions, la capture du carbone, la décarbonation, donc la production d'énergie renouvelable, et les enjeux en fait de l'adaptation du réchauffement climatique. Fonctionne, oui, c'est bon. Le thème, c'est surtout aussi, Carole, c'est le pragmatisme, c'est-à-dire que on ne cherche pas des solutions qui ne vont pas fonctionner, on veut vraiment des choses qui fonctionnent, et je pense que les agriculteurs sont assez pragmatiques, donc c'est vraiment, on met en avant dans ce thème le pragmatisme. Parce que la stratégie nationale bas carbone,
elle doit permettre au secteur agricole et agroalimentaire de maintenir la production en France. Et j'insiste, on parle de souveraineté alimentaire, c'est pour ça que j'insiste sur maintenir la production en France, en accompagnant et en finançant la transition bas carbone de toutes nos filières. Il y a besoin, je vais vous donner quelques chiffres pour illustrer, il y a besoin de 9 milliards d'euros pour toute la filière pour les transformations vers la décarbonation de l'industrie. 9 milliards d'euros. Ça veut dire une multiplication des investissements par 6. L'atténuation des gaz à effet de serre et la séquestration du carbone représente un coût qui est énorme en termes de technologie, d'investissement, d'accompagnement et de formation. Alors il y a aussi un autre souci aujourd'hui qu'il faut qu'on règle, c'est que les produits bas carbone sont pour la plupart non compétitifs. Donc c'est comment on valorise ces produits qui sont durables. Comment aujourd'hui on incite le consommateur parce que le citoyen finalement il rentre dans un magasin, il a plein de bonnes idées, il dit voilà, je vais acheter un produit bas carbone, etc. Et puis finalement, là c'est le citoyen qui rentre. Et puis quand il ressort, le consommateur il a fait son choix par rapport à son budget, par rapport à beaucoup de choses. Puis finalement il n'aura pas forcément acheté le produit qu'on aurait voulu qu'il achète, qui est au cœur de notre souveraineté alimentaire, qui est, j'allais dire, français, qui respecte l'environnement, qui va beaucoup plus loin. Donc là on a aussi une vraie question. C'est-à-dire que la coopération agricole, et je tiens à le rappeler, parce que pour certaines et certaines qui ne connaissent pas, c'est vraiment, on va de l'amont à l'aval. On va de l'amont à l'aval. Donc on a de l'agriculteur à l'usine jusqu'à la distribution. Donc on a vraiment tous les maillons de la chaîne. Donc on est en train de sensibiliser tous les maillons de la chaîne. Il faut aussi qu'on développe un modèle, j'allais dire en anglais, un modèle, j'allais le dire en anglais, mais je vais le dire en français, un modèle économique de carbone farming et aussi de massifier l'offre de crédit carbone agricole, puisque les agriculteurs vont pouvoir obtenir une rémunération avec des crédits carbone. Ces crédits carbone qui serviront à faire des investissements et ainsi de suite pour progresser dans l'environnement. Alors aujourd'hui, les projets bas carbone sont financés entre 35 et 40 euros par tonne de carbone. Bon, demain, ça peut monter. Il y avait des prospectives qui montaient que ça pouvait monter à un peu plus de 100 euros. Donc tous les leviers doivent être développés, c'est-à-dire le consommateur, la subvention, parce qu'il faudra des subventions pour avancer. Il faut en parler, mais il faudra des subventions. On parle d'investissement multiplié par 6, c'est pas neutre. Donc très clairement, il y aura besoin de subventions pour avancer. Et puis le carbone volontaire. Le secteur, donc ce que je disais, agricole, agroalimentaire, c'est vraiment une des solutions à la problématique climatique. La neutralité carbone pour notre secteur, c'est d'atténuer nos émissions, de décarboner les autres secteurs grâce à la bioéconomie et enfin augmenter notre capacité à être un puits de carbone. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être un puits de carbone, alors je peux vous donner des exemples, c'est planter des arbres qui sont un puits de carbone, mais à un moment donné, quand on aura planté tous les arbres qu'on pourra planter, comme je disais, en 2050, à un moment donné, on ne pourra plus séquestrer, on sera au top de ce qu'on peut séquestrer, on ne pourra pas séquestrer plus. Donc derrière, notamment l'énergie, il faudra qu'on ait vraiment trouvé des énergies qui produisent plus de gaz à effet de serre. Parce que sinon, on continuera à émettre des gaz à effet de serre et puis on n'aura plus rien pour les séquestrer. Donc ça sera le souci. Et donc du coup, au niveau de la coopération agricole, il y a une stratégie qui a été réfléchie, mise en place au niveau de justement pour répondre à ces questions, à ces enjeux économiques. Voilà, tout à fait. Donc juste pour répondre à ta question, Carole, c'est que LCA, on veut faire de la coopération agricole un acteur connu et reconnu sur le sujet du changement climatique. C'est-à-dire, on a un objectif, c'est d'atteindre 0 émission nette d'ici 2035. Je dis bien c'est un objectif parce qu'on parlait tout à l'heure de 2050. Donc c'est 15 ans avant. Pour ça, on a plusieurs axes. D'accord ? Donc on sensibilise et on accompagne les agriculteurs dans la réduction de leurs émissions et l'accroissement de leur capacité de stockage de carbone. Donc je parlais d'agroforesterie, les sols, les haies. Et c'est là où je disais tout à l'heure que certaines coopératives ont déjà bien avancé. Donc on peut échanger les solutions pour aller encore plus vite. Un deuxième axe, c'est d'accompagner la décarbonation des opérations de production agricole, logistique et de transformation, parce que là, on a aussi des gros efforts à faire pour décarboner. Et puis, étudier et définir des politiques publiques soutenant l'agriculture bas carbone et privilégiant un approvisionnement alimentaire national durable. On revient toujours à notre souveraineté alimentaire, c'est vraiment le cœur du sujet. C'est qu'on sera capable de faire, on est capable de faire beaucoup de choses. Effectivement, ce sera des investissements qui sont assez lourds. On sera capable de faire beaucoup de choses, mais il faut que derrière, le consommateur achète les produits, parce que si derrière, les produits ne sont pas achetés, qu'on va encore sur des produits, parce que tous les produits ne seront pas bas carbone demain, on n'aura fait que la moitié du chemin.
et puis le schmilblick, il n'avancera pas, et puis on arrivera à 2035, on arrivera à 2050, et puis on aura toujours pas tendu assez vers le zéro carbone. Donc aujourd'hui, l'effort, il est considérable, mais vraiment, c'est vraiment un effort considérable. Et on va devoir déployer vraiment une énergie folle dans les prochaines années pour accélérer la captation du carbone dans les sols, pour la protection de la biodiversité. Alors la biodiversité, on en a parlé cet été avec les incendies, etc. Enfin, ça en fait partie, quoi. C'est comment on garde cette biodiversité. Le développement massif des énergies renouvelables. Là, on s'en aperçoit avec l'énergie qui va augmenter, qui augmente déjà, qui va augmenter encore plus l'année prochaine. Mais là, je veux dire, il faut vraiment franchir un palier, c'est-à-dire vraiment accélérer pour produire des énergies renouvelables. Et puis, essayer de faire de la France un champion de la bioéconomie. Donc, c'est pour ça que la coopération agricole qui, aujourd'hui, fédère toutes ces coopératives, elle a vraiment le rôle à jouer. Je ne dis pas un rôle à jouer, je dis elle a vraiment le rôle à jouer pour faire avancer notre agriculture et notre agroalimentaire. Je ne sais pas si je parle après, parce que je ne vais peut-être pas prendre trop de temps, mais on a surtout, et je passerai la parole après, mais pour ça, on a conduit une étude avec l'IDRI et le Céréopa pour justement faire un bilan un petit peu d'où on en était aujourd'hui. Hein, je vais faire ça simple, parce que tu en parleras tout à l'heure, mais faire un bilan où on en est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aimait par secteur, etc. Et puis aussi derrière, analyser qu'est-ce qu'on a comme levier d'action pour justement avancer. Quels sont les leviers qui permettent de décarboner plus massivement que les autres, parce que finalement, il y a des leviers, ça impacte le carbone ou ça impacte l'émission des gaz à effet de serre sur d'une petite échelle. Puis il y a des leviers qui vraiment nous font franchir un cap. Donc ça, c'est vraiment important. Donc je vais laisser la parole à Carole, qui va vous expliquer la suite et puis présenter le prochain intervenant. N'hésitez pas avec vos questions, parce que je pense que si vous êtes dans cette salle, vous devez bien connaître le sujet. Mais n'hésitez pas avec vos questions. L'échange, il est important, que ça soit dans les deux sens, que vous puissiez poser des questions, qu'on puisse y répondre surtout. Et puis, donc, je passe la parole à Thomas, c'est ça ? Je vais m'en occuper, okay. C'est très gentil. Merci Gilles. Donc voilà, l'idée, c'était de présenter déjà de façon introductive les enjeux de façon globale du climat pour le secteur agricole et la coopération. Thomas là va nous préciser vraiment qu'est-ce qui, entre guillemets, sera attendu en termes de transition bas carbone pour le secteur agricole et agroalimentaire. Puisque Thomas, donc, tu es ingénieur d'études donc, au Céréopa, au Centre d'études de recherche sur l'économie et l'organisation des productions animales. Donc voilà, vous êtes un cabinet de conseil, notamment sur les enjeux agro-environnementaux et économiques pour le secteur agricole. Et d'ailleurs, vous nous aidez, nous, les coopératives agricoles, à savoir où on en est déjà en termes au niveau de nos propres émissions de gaz à effet de serre. Ce qui va être intéressant là, Thomas va nous expliquer un peu, c'est où est-ce qu'on en est aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire vraiment la neutralité carbone, parce qu'on a donné la définition, mais qu'est-ce que ça signifie pour le secteur agricole, la neutralité carbone, les objectifs qui sont demandés par le GIEC, les accords de Paris, le ministère de l'écologie et de l'agriculture. Voilà, donc c'est un peu tout ça que Thomas peut-être va essayer de nous décrypter plus précisément pour notre secteur. Donc je vais juste changer les diapos, tu peux commencer à parler si tu veux. Donc Thomas Guilbault, effectivement ingénieur d'études au Céréopa. Le Céréopa, c'est un bureau d'études hébergé par l'école d'ingénieurs de la région parisienne qui s'appelle AgroParisTech, qui a été créé en 1969 dans cette structure et dont le conseil d'administration comporte essentiellement des enseignants-chercheurs, mais également des acteurs des filières animales, interprofessions et entreprises. Alors, ça fait aujourd'hui, depuis 2000-2005, qu'on travaille sur les sujets climat, énergie, agriculture. Moi-même, ça fait 8 ans que je suis au Céréopa et que je travaille sur ces sujets. Donc là, l'idée, c'est de vous brosser rapidement, parce qu'on n'a pas énormément de temps, une prochaine fois peut-être, qu'est-ce que le changement climatique et en quoi l'agriculture a un rôle là-dedans.
Et puis les grands objectifs, scénarios et quelle posture, in fine, on peut avoir face à ces enjeux-là. Donc je vous propose, hop là, ça affiche bien, ouais. Je vous propose donc une présentation en 3 parties. D'abord, délimiter le problème, bien identifier le problème. Ensuite, je vous présenterai des objectifs qui sont proposés, je dis bien proposés, j'y reviendrai par le gouvernement pour l'agriculture. Et puis on se posera la question du réalisme un petit peu de ces objectifs. Et puis enfin, dans une 3e partie qui sera en fait une partie conclusive, on se posera, comme je vous le disais, la question de la posture à adopter, et notamment face au fait, qui interroge beaucoup, que la France est relativement petite dans le monde en termes d'émissions de gaz à effet de serre et que l'agriculture l'est tout autant. Alors, l'agriculture et le climat, quel est le problème? Alors très rapidement, parce que si vous êtes là, vous connaissez peut-être bien le sujet. Qu'est-ce que le changement climatique? Donc on a des rayonnements solaires qui arrivent sur notre planète, qui traversent l'atmosphère, qui sont composés de rayons cosmiques, qui sont composés d'ondes de la lumière visible, qui sont composés d'ultraviolets, qui vont venir réchauffer la surface au sol. Et une fois chaude, la surface au sol va émettre des ultraviolets. Donc voilà, quand la lumière atteint les atomes de la matière, ça excite les électrons, et quand ils se désexcitent, ils émettent des ultraviolets. Ces ultraviolets retournent vers l'espace, et une partie est captée tout à fait naturellement par les gaz à effet de serre qui sont là depuis la nuit des temps, et une certaine partie traverse l'atmosphère et retourne dans l'espace. Et en fait, en augmentant la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on augmente cet effet de serre. En fait, ça fonctionne exactement comme une serre de maraîchage, et c'est exactement comme si on augmentait l'épaisseur du verre année après année, donc on augmente la séquestration de chaleur à l'intérieur de la serre. Alors tout ça, ça pose un problème qui se traduit dans un premier temps par une augmentation de la température moyenne à la surface de la planète. Et donc là, vous avez sur ce graphique, depuis 1850, l'augmentation de la température à la surface de la Terre. Donc en pâle, vous avez les moyennes annuelles, observées à la surface de la Terre, en écart par rapport à la moyenne sur la période pré-industrielle, donc à 1850. En trait plein, vous avez une moyenne lissée sur 10 ans. En trait plein rouge, c'est les données météo en France, et en trait plein orange, c'est les données d'un modèle dont vous voyez le nom, qui exprime la contribution des activités humaines à cette augmentation de température. Et ce que vous pouvez voir là, c'est qu'en fait, la courbe rouge et la courbe orange se superposent quasiment, ce qui fait dire aujourd'hui à la communauté scientifique que le réchauffement climatique est dû à peu près à 100% à l'activité humaine. Alors, cette augmentation de température, elle nous pose des problèmes. Là, j'ai pris l'exemple de de la question des températures. Alors, je ne sais pas si j'espère que vous voyez bien ici, c'est pas trop petit. Donc, il y a différents problèmes. Le premier, c'est les pics de douceur en fin d'hiver. Ça peut être, et donc, quand c'est couplé à des gels tardifs, ça pose des problèmes de perte de production sur l'horticulture et la viticulture. On a des problèmes de froid particulièrement importants donc en période hivernale. On a des périodes particulièrement chaudes l'été. Pour vous citer juste quelques petits exemples que vous avez sous les yeux, voilà, en pic de douceur en fin d'hiver, on a eu du 20 degrés régulièrement dans l'Est et même dans le Nord, juste à la sortie de l'hiver, donc au mois de février. Et puis, vous avez des moins 16 degrés, moins 17 degrés au mois de février dans l'Est de la France, qui sont des températures particulièrement remarquables. De manière plus générale, donc la surface affectée, juste pour vous donner des ordres de grandeur. Vous voyez, c'est pas non plus catastrophique. Après, c'est à chacun de juger l'importance du problème. C'est pas toujours simple. Mais si on compare par rapport à 1960, par exemple, le territoire touché par des sécheresses est passé de 5% à 10%. On a, à l'échelle donc de l'Europe entière, des réductions de rendement pour le blé et l'orge, et des augmentations de rendement aussi pour le maïs et la betterave, dues à l'augmentation des températures et dues à la modification de la pluviométrie.
donc que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et puis, on a bien évidemment des pertes économiques liées, donc des pertes de productivité des forêts, des pertes de production pour les cultures annuelles et pour les cultures permanentes. Et bien évidemment, nos animaux aussi souffrent de la sécheresse l'été. Ce que j'ai pas noté, je suis désolé, je reviens juste sur la diapo d'après. En fait, le changement climatique, il a été très bien décrit scientifiquement avec une espèce de consensus à partir des années 70. Sauf que jusqu'aux années 70, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas tant d'écart de température par rapport à la moyenne pré-industrielle. Et on voit vraiment une accélération depuis 1990. Donc on passe de plus 0,5 degré de réchauffement à aujourd'hui plus 1,5 degré, plus même 1,7 degré en Europe, puisqu'on se réchauffe un petit peu plus vite que le reste de la planète. Donc on a vraiment une accélération. Donc tous les problèmes que je montre là pour les températures, c'est probablement quelque chose qui va s'accélérer dans les années et décennies qui viennent. Alors on a la même chose sur les précipitations. Je ne vais pas passer trop de temps parce que effectivement, j'en ai déjà passé pas mal. Donc grosso modo, il faut retenir que les précipitations annuelles vont augmenter sur la moitié nord et elles vont baisser sur la moitié sud, qu'on va avoir une intensification des phénomènes extrêmes, comme ça a déjà été dit, et que, in fine, c'est une question de probabilité. Donc, c'est-à-dire que la probabilité d'occurrence des phénomènes extrêmes va augmenter. Donc un phénomène extrême qui avait lieu tous les 100 ans avant l'ère industrielle va avoir lieu, par exemple, tous les 10 ans dans les années qui viennent ou dans les décennies qui viennent. Et aujourd'hui, on est capable de chiffrer ça pour aujourd'hui. Donc, on a cette fréquence qui augmente. Et puis, on a aussi une intensité qui augmente et qu'on est capable aussi de chiffrer. Et puis enfin, on a l'évolution du trait de côte. Grosso modo, sur les côtes où c'est orange et marron, ça veut dire que vous avez un recul de la côte. Donc la mer gagne sur les terres. Donc et ce n'est pas des petites évolutions, hein, puisqu'on parle de 50 cm par an d'évolution. Et puis là où c'est vert, vous avez au contraire la terre qui peut gagner aussi sur la mer. Mais vous voyez qu'il y a quand même plus de zones en marron jaune qu'en vert. Alors après, j'ai mis un ensemble d'éléments un petit peu comme ça en vrac qui peuvent aussi impacter la société et nos activités. Il y a un effet psychologique qui est assez fort, hein. Donc sur la santé physique et mentale d'un certain nombre de personnes, l'éco-anxiété chez les jeunes qui est aujourd'hui assez bien documentée, le vieillissement de la population qui va rendre la population plus vulnérable, vieillissement qui va avoir lieu encore pendant 20 ou 30 ans, la propagation des virus liés à certains parasites et puis aussi des maladies de type bactérienne qui peuvent se développer, l'allongement des cycles culturaux qui font qu'il peut y avoir plus de présence de pollen et donc d'allergies, des vagues de chaleur qui vont affecter la productivité du travail, que ce soit pour les agriculteurs ou que ce soit pour d'autres secteurs. Et puis, bien évidemment, une question sociale, puisque les populations les plus pauvres risquent d'être directement, les plus impactées en tout cas par ce sujet. Alors, pour vous donner les grandes masses, ici, ce que je voulais mettre en avant, c'est que l'agriculture est un secteur tout à fait singulier par rapport aux autres secteurs, puisque donc là, vous avez l'agriculture en vert, hein, et puis vous avez les autres secteurs avec les autres couleurs. Donc, vous voyez que l'agriculture, c'est essentiellement du méthane et du N2O, ce qui est le seul secteur pour lequel ça se produit. Les autres secteurs, c'est du CO2 lié à la combustion d'énergie fossile. Alors que nous, on est plutôt sur des mécanismes biologiques, et donc ce qui rend l'ingénierie des solutions derrière complètement différente des autres secteurs. J'ai rajouté sur ce diapo ce qu'on appelle donc le stockage de carbone dans les sols et dans la biomasse. Donc effectivement, le secteur agricole et forestier est le seul en mesure, potentiellement en tout cas, de stocker du carbone, c'est-à-dire d'extraire du CO2 de l'atmosphère pour le mettre dans des stocks que sont le bois ou le sol. Alors le premier élément quand même à avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, l'agriculture au sens strict ne stocke pas de carbone. Elle est émettrice, les sols agricoles sont émetteurs de carbone. Le secteur qui stocke, c'est la forêt. Donc à travers nos arbres, aujourd'hui, on a une forêt plutôt en croissance en France, et donc on stocke du carbone dans nos forêts. Cela dit, effectivement, c'est à moduler au regard des événements qui sont produits cette année. Et même sur les 3 dernières années, d'ailleurs 4 dernières années, on a une baisse du stockage de carbone par la forêt. Peut-être d'ailleurs, même si c'est dur à définir à 100%, mais peut-être lié au changement climatique déjà.
Les objectifs, donc alors je dis proposés par le gouvernement, parce qu'effectivement, c'est des objectifs qui sont définis par le ministère de l'écologie. Et ce n'est pas des objectifs à proprement dit gouvernementaux, dans le sens où ce n'est pas le Premier ministre ou le Président qui les fixe au secteur. Alors même si ça va peut-être changer les prochaines années, puisque l'écologie doit être rapatriée au niveau du Premier ministre, donc ça va peut-être évoluer. Alors la question qu'on peut se poser, c'est effectivement, est-ce que les objectifs sont réalistes ? Alors là, vous avez la courbe de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. En bleu, c'est les réductions réelles, réellement réalisées entre 2007 et là, on peut aller jusqu'à 2022 parce qu'on a suivi à peu près cette trajectoire. Donc on voit qu'on a une baisse de l'ordre de 4-5% depuis 2007, là en l'occurrence. Et vous avez les courbes en pointillés qui montrent la trajectoire que propose le ministère de l'écologie pour pouvoir respecter les 2 degrés qui ont été annoncés au moment de l'accord de Paris et de la COP 21. Donc vous voyez que jusqu'à 2035, on doit réduire à peu près de 25% les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture par rapport à 2015. Et à horizon 2050, pour atteindre la neutralité carbone à l'échelle de la France, les diviser par 45%. Et il y a une nouvelle réglementation européenne qui est en train de se construire, là, le fameux Fit for 55, qui va, en fait, aujourd'hui, ce qui est demandé à la France, c'est une baisse, ce qui est demandé au secteur agricole, c'est une baisse de 45%, et probablement, il faudra que l'agriculture, et tous les secteurs d'ailleurs, aillent encore un petit peu plus loin, parce qu'on prend un petit peu de retard, en fait, à l'échelle de l'Europe sur les réductions d'émissions qu'on est censé effectuer. Alors, la moitié de la baisse aujourd'hui réalisée, c'est des réductions d'utilisation d'engrais, et l'autre moitié, c'est des réductions du cheptel bovin. Parce qu'on baisse le nombre d'animaux, on arrive à produire, ça dépend un peu des filières, mais on arrive à produire à peu près à un moment de production relativement stable, mais on augmente la productivité des animaux, donc on arrive à baisser le nombre d'animaux et donc les émissions de gaz à effet de serre. Et puis les engrais, on optimise aussi l'utilisation des engrais. Alors voilà ce que ça donne, tout secteur confondu. Ici, vous avez 1990. Ici, vous voyez pas ma souris. Au milieu, vous avez 2015. Et tout à droite, vous avez le scénario dressé par le ministère de l'écologie. Donc vous voyez qu'en fait, tous les secteurs hors agriculture doivent tomber quasiment à zéro. Et puis, il restera en fait dans les émissions que l'agriculture et un petit peu d'industrie. Mais avec une baisse de 50% environ des émissions agricoles. Et par contre, une augmentation par plus de 2 du stockage de carbone par nos forêts et par notre agriculture, puisqu'elle est en capacité de le faire. Alors qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on est plutôt sur une dynamique de baisse de stockage. Donc il y a vraiment un gros travail à faire là-dessus. Alors effectivement, comme ça a été dit, on a travaillé avec la coopération agricole pour dresser des scénarios. Alors là, je vous ai mis simplement les principaux leviers. Alors, faut avoir en tête que c'est effectivement des changements majeurs, hein, comme ça a déjà été dit, dans nos systèmes agricoles, si on veut atteindre, et là je parle juste des 25%, je ne parle pas des 50% à horizon 2050. Donc c'est des baisses de quantité d'azote apportées, donc on a chiffré à peu près 25% de baisse, alors, tout en maintenant les rendements, donc ce qui est un challenge technique, même si effectivement aujourd'hui on a des techniques à disposition qui peuvent nous permettre d'y aller, mais ça veut dire qu'il faut vraiment s'y mettre et piloter ça dans les exploitations agricoles. Ça veut dire à peu près doubler le nombre d'unités de méthanisation qu'on a aujourd'hui en France, d'ici 2035. Ça veut dire plus 600 000 hectares de légumineuses, alors qu'aujourd'hui on doit être à peu près à 350 000 hectares. Ça veut dire des inhibiteurs de CH4, donc c'est ce qu'on met dans l'alimentation des ruminants pour baisser leur fermentation entérique. Et donc aujourd'hui, on a pas mal de publications qui nous disent qu'on peut baisser de 30% pour les vaches laitières et de 10% les émissions entériques. Mais bon, c'est encore à confirmer sur le terrain. L'augmentation de l'efficacité des animaux de manière générale, donc je passe le détail. Et puis, bien sûr, tout en continuant à travailler sur les enjeux, comme ça a été dit juste précédemment, donc bien-être animal que je n'ai pas mis là, mais c'est important, gestion de l'eau, les produits phytosanitaires et la diversification des systèmes. Sur la partie stockage de carbone, c'est 800 000 km de haies supplémentaires à l'échelle de la France. Ça veut dire qu'on passe de parcelles moyennes, alors c'est une moyenne, mais de 14 hectares à 7 hectares.
Ça veut dire 7 millions d'hectares. Pour rappel, c'est 27 millions d'hectares la SAU. Hein. Donc ça veut dire 7 millions d'hectares cultivés en agroforesterie, 75 arbres par hectare. Et puis l'enherbement des vignobles, à la fois printanier et hivernal, et puis la mobilisation davantage de ressources organiques qui sont aujourd'hui perdues dans les villes et qui pourraient être mobilisées pour les campagnes. Alors là-dessus, en termes de financement, je passe rapidement. Aujourd'hui, c'est 9 milliards d'euros la PAC. C'est 7 milliards d'euros sur le premier pilier, qui est un pilier plutôt lié, on va dire, aux revenus, et un deuxième pilier qui est lié au développement rural. J'ai fait c'est vraiment pour lancer le débat, hein. J'ai fait un calcul un peu de coin de table qui montre qu'aujourd'hui, on a déjà des aides agricoles, hein, PAC, qui nous permettent d'améliorer nos émissions de gaz à effet de serre, de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Ça représente à peu près 2 milliards d'euros. Sauf que ce que dit l'INRA, alors c'est l'INRA qui a beaucoup travaillé sur ce sujet-là, et en prenant une estimation plutôt prudente, il faudrait au moins 4 milliards d'euros par an pour arriver aux 25%. Je ne parle pas des 50% de réduction. Donc ça veut dire qu'il manque 2 milliards d'euros sur la table. C'est juste pour fixer un ordre de grandeur et aborder cette question économique qui est cruciale. Alors là, je vous ai mis la carte des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc effectivement, on voit que la France, même si elle a des émissions importantes, hein, elle compte à peu près pour 1%, j'imagine que vous avez ce chiffre-là en tête, pour 1% des émissions mondiales. Donc l'agriculture compte pour 20% des émissions françaises, donc vous voyez ce que ça représente. Alors à mon avis, il y a trois, si on commence à réfléchir, il y a trois postures vis-à-vis de ça. Soit on se dit qu'on est trop petit et que de toute façon on ne peut rien faire, et donc on mise sur la préservation de notre compétitivité à 100%. Soit on s'engage à minima, c'est-à-dire qu'on fait une diplomatie climatique, plutôt pas de vagues, on fixe des objectifs, mais derrière on ne met pas forcément tous les moyens en place pour y arriver. Et puis forcément avec un volontarisme budgétaire modéré. Soit on est déterminé à réduire nos émissions de gaz à effet de serre à hauteur de nos ambitions affichées, et à ce moment-là, il me semble que ça veut dire qu'on change complètement de logiciel pour arriver jusqu'aux 50% de réduction à horizon 2050. Ça veut dire que, surtout si on veut que nos concitoyens ne se portent pas trop mal à la fin, ça veut dire déployer une diplomatie climatique qui, à mon avis, a une envergure beaucoup plus importante que celle qu'on déploie aujourd'hui. Ça veut dire montrer l'exemple sur notre territoire, parce que je vois mal comment est-ce qu'on peut dire aux autres de réduire si nous-mêmes, on n'a pas atteint les objectifs qu'on s'était fixés. Ça veut dire s'autoriser à utiliser des éléments de puissance qu'aujourd'hui on n'a plus du tout l'utile d'utiliser de façon très massive. Ça remonte aux guerres en fait. Donc c'est des outils budgétaires, monétaires, des outils commerciaux, de marketing, à la fois de marketing pour nos consommateurs, mais aussi de marketing institutionnel à l'export, de la communication institutionnelle bien évidemment. Et tout ça pourrait éventuellement contrecarrer la baisse de compétitivité. Et donc la compétitivité en soi, c'est pas ce qui est le plus important, c'est les emplois et les revenus qu'on peut avoir derrière, et notre pouvoir d'achat aussi à l'import, donc le pouvoir d'achat de notre monnaie derrière. Donc ça veut dire tous ces éléments-là à avoir en tête, avec une approche systémique. Il faut que je conclue. Donc voilà, ma question c'est, où est-ce que vous pensez qu'on se situe sur ces trois postures ? Et puis, je m'arrête là. Alors, dernier point, il faudra forcément qu'on s'adapte aussi. Il ne suffit pas de réduire, il faudra aussi s'adapter. Merci, désolé d'avoir été trop long. Non, mais c'est très intéressant, Thomas. Ce qu'on entend, c'est que déjà, l'agriculture, elle est victime du changement climatique, d'où les enjeux d'adaptation du secteur agricole face au dérèglement climatique. Elle est cause du réchauffement climatique, 20% des émissions de gaz à effet de serre au niveau des émissions nationales, et elle est solution. Elle est solution à la lutte contre le changement climatique à travers ce qu'on disait, à travers ce qu'on voit dans l'ouvrage que nous présentait Gilles, à travers un potentiel de capture du carbone aux côtés de la forêt, comment augmenter ce puits de carbone, cette capacité qu'ont les sols agricoles, la capacité à atténuer nos propres émissions de gaz à effet de serre et la capacité à
atténuer celle des autres, à décarboner l'énergie, à produire et continuer à produire dans le secteur de la bioéconomie. Donc c'est évidemment tous ces enjeux-là qui sont essentiels. Alors ça fait peur. Voilà, j'entends changer de logiciel potentiellement, j'entends nécessité de pragmatisme aussi de Gilles. Comment essayer de trouver des solutions qui permettent d'allier enjeux de souveraineté alimentaire, enjeux économiques et puis atténuation de nos émissions et de notre empreinte. À travers donc, les différents témoignages qui vont suivre, l'idée pour nous, c'est de simplement voilà, se nourrir de quelques exemples qui existent déjà au sein des filières et des réseaux des coopératives agricoles. Donc Yann, je te passe la parole, excuse-moi. Donc tu es directeur de la coopération agricole chez Luzerne de France. Et donc la filière, en fait, Luzerne déshydratée, excuse-moi, je m'en occupe en même temps, t'inquiète pas. Elle a travaillé sur la transition énergétique depuis une vingtaine d'années déjà. Et évidemment, l'amélioration de son empreinte énergétique, ça rentre dans les enjeux de la sobriété qui est nécessaire dans toute la chaîne de valeur. Et là où, évidemment, la filière des coopératives agricoles et de la Luzerne déshydratée notamment a un enjeu évidemment très important, un rôle très important à jouer. Du coup, est-ce que tu peux nous présenter cette fameuse saga, comme vous appelez, de la filière Luzerne et de la décarbonation de la filière? Merci Carole, merci à tous d'être présents, merci Gilles. Donc écoutez, je vais vous présenter l'exemple. Je pense que Carole a tout dit de l'introduction. Donc on est la filière Luzerne, j'en vais en dire quelques mots en introduction. C'est à peu près 6500 fermes aujourd'hui. Et pour ce qui est de la partie qui est déshydratée, c'est 70 000 hectares, on va dire. Donc c'est une petite filière, mais une filière qui est assez industrialisée, puisque à l'origine, et ça l'est toujours, nous avons des installations industrielles, donc 24 sites en France, situés essentiellement en Champagne-Ardenne, et qui sont des installations classées soumises à autorisation. Voilà, donc le dynamisme des surfaces aujourd'hui, Thomas l'a évoqué, il y a déjà des aides qui sont en place dans la politique agricole commune. Il est entretenu, on va dire, par le verdissement et demain par d'autres dispositifs type éco-régime qu'on a effleurés et on ne peut pas en parler aujourd'hui. Donc nous, notre filière, elle a pour vocation à fournir un certain nombre de ressources, notamment des matières riches en protéines, pour divers débouchés, donc la fabrication d'aliments en particulier, d'aliments à la ferme. Et on est sur vraiment des marchés intra-UE, essentiellement en France, intra-UE, notamment Europe du Nord. Alors les graphiques qu'il y a là, c'est peut-être un petit peu petit, mais si ça vous intéresse, je vous donnerai la référence en ligne de notre rapport prospectif. C'est extrait de là et c'est pour ça que les chiffres ont 2 ans. Il y a une petite évolution depuis ces 2 années, qui est la part en bas d'agriculture de Luzerne bio, qui aujourd'hui est plutôt proche de 15% que de 10%. Alors, pour vous expliquer d'où vient la démarche et pourquoi est-ce qu'on est parti plus tôt, quand vous êtes déshydrateur, en gros, vous vous occupez de tout ce qui est en vert foncé. À savoir que l'agriculteur, lui, il a le rôle d'implanter correctement ses luzernes. La luzerne est une plante semi-pérenne, elle dure 3 années, en général 3 années, 4 années d'exploitation, et on fait 3 ou 4 coupes. Et tout ça alimente des usines qui tournent H24 pendant la campagne qui s'étend en gros d'avril à octobre. Voilà. Donc tout ce qui est récolte, transformation, stockage, livraison est assuré ensuite par les coopératives de déshydratation. Et quand je dis coopérative, 100% de la production aujourd'hui de luzerne déshydratée française est coopérative, et donc l'ensemble adhère à la coopération agricole Luzerne de France. Donc nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est à partir d'un produit qui est extrêmement hétérogène, en gros la luzerne au champ, quel que soit le temps qu'il fasse, c'est fournir un fourrage de luzerne stabilisé, standardisé, via ce procédé industriel de séchage. Le but étant, bien sûr, comme je l'écris là, de préserver toutes les qualités nutritionnelles du produit et d'y donner la traçabilité qu'il convient. Alors, il y a 2 types de fourrage. Donc, c'est soit
la forme historique, on va dire, sous forme de granulés. Donc les coopératives, pour la plupart, existent depuis les années 60. Il y en a quelques-unes qui sont un peu plus récentes, mais généralement, c'est 1960. Et puis, vous avez également une déclinaison qui est plus récente, qui a une quinzaine d'années, où là, on va travailler davantage la fibre que la protéine, et donc que vous trouvez en bras long. Alors, là, c'est un extrait, mais en fait, c'est sous forme de balles, on va dire, de 4 ou 500 kilos, voire un peu plus, même pour la version locale. J'en redirai un petit mot tout à l'heure. Alors là, je suis aujourd'hui ici pour vous présenter, notre modeste contribution à l'atteinte de la neutralité carbone. Alors modeste, pas tellement que ça, parce que qu'est-ce qui a déclenché chez nous cette réflexion de manière prématurée? Déjà, c'est qu'on est assez énergivore à l'origine, donc forcément, on a intérêt à travailler ces sujets assez vite d'un point de vue économique, d'un point de vue, on va dire même survie industrielle. Et surtout, on a eu un sursaut salutaire assez précoce d'un fonctionnaire européen. Je pense que ça date de 98-99. Qui en gros nous expliquait à cette époque que le plus grand affront qu'on pouvait faire à la politique agricole commune, c'était les aides directes à la déshydratation parce que ces usines mangeaient du charbon et donc forcément ça appelait une réaction assez forte de la filière à l'époque. Alors je vous montre un petit peu ce que ça donne. Là vous avez une usine un peu loin. Donc le principe c'est on entre la luzerne, on produit de la chaleur et en flamme directe, les gaz de combustion viennent sécher le fourrage. Et ensuite, vous avez des presses où vous avez des grosses presses mécaniques, des presses pour faire des granulés. Et donc forcément, on est en plein milieu de la campagne. Et les années 60, il n'y a pas trop de gaz, puis il n'y a pas trop de problèmes d'énergie. Donc tout le monde s'est mis plus ou moins au charbon. Alors je vous passe les premières étapes, mais il faut savoir quand même qu'à l'époque, on était, pour donner un ordre de grandeur, alors je ne sais pas si vous avez en tête les graphiques de Thomas, la France émettait à peu près toute activité confondue 500 millions de tonnes de CO2. Et nous, avec notre petite filière, on en émettait un. Donc c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, mais quand vous savez que dedans, il y a X filières, il y a du bâti, il y a du... donc ça a été pris très au sérieux, cette alerte. Et donc on a fait une expertise d'un cabinet indépendant qui s'appelait, je crois, SNC Lavalin, qui existe toujours, c'est un gros cabinet canadien, qui nous a dit, vos anciens, ils sont quand même assez doués parce que vos usines sont très bien. Allez voir plutôt ce qui se passe en plaine. Et vous allez voir, vous pourrez faire des progrès, ne serait-ce qu'en réfléchissant comment amener de la matière moins humide à l'entrée de vos sécheurs, et vous gagnerez d'autant d'énergie et évidemment d'émissions derrière de CO2. Alors il s'est passé tout un tas de choses sur lesquelles je suis obligé d'aller assez rapidement, mais notamment on a fait des projets domestiques, c'est-à-dire des contributions volontaires avant que n'arrive le marché d'échange de quotas carbone. Et depuis que nous sommes entrés dans ce marché, on a un engagement commun de la filière qui a été pris. Alors, on ne vit pas sur les acquis du début, parce qu'évidemment, quand les premiers points d'énergie sont faciles à aller chercher. Il pleut, vous ne fauchez pas, et puis vous attendez que c'est plus sec. Donc, on a pris un engagement à partir de 2012, où on était déjà assez mûrs sur le sujet, de réduire tous ensemble, coopérative de Luzerne, de 2/3 nos émissions par rapport à cette base-là qui était déjà sur une pente fort descendante. Voilà, donc ça fait partie d'un engagement fort de la prospective. Et alors comment on a fait? Il a fallu développer ce type de... Alors vous avez deux types d'actions. Ce que vous voyez à gauche, en fait, ce sont des... on a développé on s'est dit, plutôt que de faire des andins, de faucher et de mettre en andin comme c'était faisable à l'époque, pourquoi ne développons-nous pas des machines pour faire de la fauche à plat? C'est-à-dire, il y a un paramètre qui est bloqué, c'est le temps où je peux laisser mon fourrage faucher dans le champ, parce qu'après je dégrade sa qualité nutritionnelle. Par contre, je peux utiliser toute la surface du champ pour sécher davantage dans le même temps et ramener moins d'eau. Alors mine de rien, c'est assez complexe, il faut quand même développer les machines agricoles qui vont bien. Et là, vous avez ensuite l'andaineuse qui va donc ramasser sur toute la surface du champ. Alors ce sont des peignes qui renvoient vers des tapis roulants qui expulsent et qui refont les andins. Donc vous rajoutez un chantier de plaine. Et malgré tout, vous faites une équation économique intéressante. Donc le résultat de ça, c'est une efficacité énergétique qui explose, puisque si vous voyez en 2005, c'est la 5e barre, c'est un petit peu petit, j'ai pas de pointeur, on remuait à peu près 4000 kilotonnes de matière verte pour en produire une. Aujourd'hui, on en remue à peine 1,4, donc on va dire presque 3 fois moins pour une production qui certes a baissé de 10-15%, mais en tout cas pas de 75%. Donc ça, c'est des points gagnés. À l'entrée d'usine, quand vous avez 45% de matière sèche, vous économisez une quantité d'énergie phénoménale. La deuxième solution, c'était de dire, bon, après, j'ai quand même mon combustible. On ne va pas pouvoir rester
avec du charbon. Et maintenant que j'ai serré les vis un peu partout, quelles peuvent être les alternatives? Et des alternatives, on en a eu plusieurs. Alors, la plus répandue, on va dire, c'est celle constituant à substituer le charbon. Donc, en fait, on a des grilles à charbon qui alimentent les fours. Et de dire, tiens, je vais percer un trou. Alors, je ne sais pas si j'ai la photo, je crois que je l'ai sauté tout à l'heure. Là, il est en haut à droite. Je vais percer un trou dans mon four et je vais venir projeter de la biomasse dans le cœur de flamme pour substituer petit à petit de plus en plus de charbon. Alors ça demande quand même des modifications importantes. Ça demande, comme l'a signalé Gilles en introduction, des financements. Alors au début, c'était par les contributions volontaires, on avait des crédits carbone. Puis par la suite, et c'est extrêmement important, je pense, dans la démarche, Thomas l'a rappelé, l'intervention des pouvoirs publics est fondamentale. Donc nous, on a fait quand même en 2020, pendant l'appel à projet Fonds Chaleur ADEME, il y a eu 57 projets industriels qui ont été élus au titre du BCIAT. On en a 19 qui sont pour notre filière sur les 24 usines. Sachant que il y a 3 autres usines qui sont historiquement 100% biomasse et il nous reste à peu près 2 lignes à transformer. Voilà. Alors, si je regarde ce que ça donne par rapport en termes de performance à la tonne produite, ben voilà, vous l'avez ici. Donc, si je prends 2005, l'année de référence, puisque c'est là que commencent les efforts par rapport à l'engagement carbone, il me fallait 0,76 tonnes de CO2 pour faire 1 tonne de luzerne déshydratée. En 2020, j'étais déjà plus qu'à 0,200 et je peux vous dire, à la vue des chiffres qu'on a aujourd'hui dans les cartons, qu'on est plutôt à 0,10 qu'à 0,20. Donc on a descendu de près de 80% nos émissions de CO2 à la tonne produite, donc en gommant en plus les effets, on va dire les effets de production. Donc c'est un effort qui est considérable, qui aujourd'hui est salutaire, donc, puisque sans cela, avec les prix de l'énergie qu'on connaît actuellement, on n'aurait pas donné cher de nous. Et donc cette image, ce challenge qui nous a été posé par ce fameux fonctionnaire il y a 25 ans, je pense qu'aujourd'hui, je ne l'ai pas sous la main, je n'ai pas son nom, mais on pourrait le remercier parce que la réaction derrière en cascade a été impressionnante. Alors maintenant, il s'agit, il me reste 4 minutes, ça passe follement vite, de transformer l'essai. Je vous disais que notre premier débouché, c'est notamment les fabricants d'aliments. Certains sont peut-être là ici aujourd'hui. Donc il s'agit pour nous de mettre à jour un peu les outils qu'on a à peine effleurés tout à l'heure, mais notamment d'ACV sur nos produits déshydratés, puisque forcément, quand vous voyez le mix énergétique qui était le nôtre il y a encore quelques années, au moment où ont été mis en place ces outils d'analyse de cycle de vie, la luzerne est déshydratée, en tout cas, n'est pas franchement bien positionnée sur le segment consommation d'énergie non renouvelable, fossile. Donc vous voyez, c'est le cran numéro 2. Alors sur le reste, j'ai envie de dire qu'elle coche presque toutes les cases. C'est une culture qui ne nécessite pas de produits phytosanitaires, un peu de potasse à l'implantation, un désherbage et vous roulez 3 ans. Donc c'était vraiment en fait ce poids-là qu'il fallait travailler. Et vous voyez que le seul point où effectivement on est dans le rouge avant la prochaine mise à jour sur laquelle je vais revenir, il se situe là. Donc si on fait un petit zoom, alors c'est un travail qui a été fait avec Desialis et puis Tecna, qui est une firme de service, donc sur notamment la formule lapin engraissement. On voit qu'aujourd'hui, hors contrainte GES, on est sur un taux d'incorporation de luzerne qui est de 6%, et que si je venais rajouter une contrainte gaz à effet de serre en l'état, c'est-à-dire dans l'état des bases de données qui sont en cours de mise à jour. D'ailleurs, quand je dis ça, je crois qu'elles seront mises à jour en septembre, enfin, ces jours prochains. Voilà, je fais confiance à l'INRA pour tenir son calendrier. On baisserait à 2,6 parce que la contrainte, elle commence à vraiment peser. Donc, si je prends ici la contribution aux différents impacts, on voit bien que la déshydratation écrase tout le reste. Donc au niveau du champ, comme je vous dis, il n'y a pas de raison particulière qu'on ait beaucoup de poids. Donc si, il y a de la consommation, la potasse, il faut bien la fabriquer. Donc si je raisonne à l'étage, on voit apparaître à certains endroits autre chose que l'outil de déshydratation. Mais on voit bien que si on agit là, on a là un levier assez formidable. Donc si je reviens à ma formulation lapin engraissement. Donc sur la gauche, vous revoyez mon taux d'incorporation qui, avant la mise à jour d'Agribalise, dévissait dans le cadre de l'introduction d'une contrainte GES. Donc demain, enfin dans quelques semaines, admettons, avec des valeurs qui ont été incorporées, qui correspondent aux derniers chiffres disponibles, il y a une chose que je n'ai pas dit.
quand vous vous lancez dans ce type de démarche, il est fondamental que vous ayez un système de comptabilité fiable, monitoré, vérifié. Donc c'est ce qu'on a fait avec le ministère de l'Environnement. Volontairement, on a rendu obligatoire une déclaration de tous ces éléments de toutes les coopératives et on est partie intégrante de l'inventaire national des émissions. Donc les chiffres que je projette, ce n'est pas moi qui me suis fait plaisir, c'est les chiffres du ministère de l'Environnement. Voilà. Donc si je reprends la dernière version de cette base dans laquelle on était à peu près à 80% d'incorporation en luzerne, eh ben, je vois que je garde toute ma place dans la formulation, y compris si on ajoute la contrainte GES. Alors nous, notre objectif, ce n'est pas de rester à 80%, hein, c'est d'aller à 100. Je pourrais même vous l'annoncer aujourd'hui s'il n'y avait pas les contraintes qui pèsent actuellement liées à la guerre en Ukraine. Hein. Donc aujourd'hui, la visibilité, elle est quand même assez réduite en termes de ressources énergétiques, de prix. Donc effectivement, aujourd'hui, on a plusieurs solutions sur la table. Hein. Ce sont des injecteurs polycombustibles. S'il faut ajuster le tir, eh ben, on brûlera un peu de charbon. S'il n'y a pas de bois, voilà, on n'a pas cette visibilité-là. Par contre, dans la dynamique qui est la nôtre, on est quand même à moins 85, moins 90%. Donc je pense qu'on a un peu d'avance. Il est question quand même d'arriver à convertir l'essai et d'aller au maximum tirer vers les 100%. Voilà. Alors, un dernier mot quand même sur ces outils. Il me reste 15 secondes. Voilà. Donc, il s'agit quand même d'avoir un regard. Je pense que ces outils-là, ils ont besoin, et je sais que l'INRA et puis ses partenaires s'y affairent, aussi de mûrir un peu. Ils n'ont pas forcément été faits pour comparer à la base les différentes ACV. C'est un outil qui sert avant tout de pilote. Et nous, ça nous met quelque chose de concret derrière la performance qu'on a mis au niveau industriel et de la culture. Après, en termes de comparabilité avec les autres méthodes, on voit des choses très hétérogènes. Alors moi, je n'ai pas de jugement de valeur, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir dans cette base des approches purement économiques, on peut avoir des approches bottom-up, on peut avoir, enfin, ce que j'appelle bottom-up, c'est-à-dire que moi, en fait, je connais le moindre litre de gasoil qu'il y a dans mon engin agricole. On peut avoir des méthodes intermédiaires et donc quid de l'intercomparabilité. Donc nous, on souhaite vraiment travailler avec les organismes et on le fait déjà sur l'amélioration de ces outils, en tout cas l'analyse qu'on peut faire de ces outils. Et on a encore un ou deux effets qui ne sont pas pris en compte et qui pourraient être intéressants à mon sens d'intégrer. C'est notamment l'effet reliquat azoté, puisque la luzerne est une légumineuse. Donc en cette période où l'azote coûte si cher, c'est quand même précieux de savoir que le reliquat azoté derrière une luzerne est quand même conséquent. Donc ça ne transparaît pas dans ces modèles, pas plus que l'effet stockage carbone, qui est excellent pour la luzerne. On est en train de faire des travaux d'analyse avec l'INRA, de façon à pouvoir quantifier cela. Voilà. Et on arrive très vite, comme le disait Gilles, à un problème. En tout cas, nous, aujourd'hui, le label bas carbone, c'est un problème pour nos agriculteurs, puisqu'avec leur assolement en luzerne, qui est déjà assez maximisé, notamment dans certaines régions, on n'a aucune raison d'aller au-delà. Et donc, quelque part, je ne peux plus stocker plus. Donc, quid de la suite si je veux continuer à améliorer tout ça. Voilà, je voulais terminer par un petit clin d'œil, parce que je sais qu'il y a des représentants de notre coopérative locale des West qui brûlera cette année ses dernières énergies fossiles. C'est assez remarquable, puisqu'ils ont commencé à 100% de charbon, donc bravo à eux. Et puis pour leur certification récente ISO 50001, parce que l'énergie, c'est aussi l'électricité. Et donc voilà un petit peu le témoignage que je voulais vous apporter aujourd'hui. Super, merci beaucoup. bravo en tout cas. On voit que la saga, elle est réussie et elle continue. C'est ça qui est très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on entend à la fois qu'il y a eu des travaux sur l'efficacité énergétique, sur des investissements sur les machines agricoles au niveau de la filière, des investissements pour remplacer entièrement le charbon et derrière des enjeux économiques, en fait, de comment on investit, comment on paye au niveau de la filière tous ces nouveaux investissements de transition nécessaires à la filière. Donc, il y a à la fois ce qu'on disait, des subventions, là, c'était les fonds chaleur de l'ADEME notamment, et puis les marchés du carbone. Donc là, en l'occurrence, c'était des marchés obligatoires de compensation, mais là, tu parlais aussi du label bas carbone. Voilà, c'est des enjeux, évidemment, et des questions qui sont
qui sont au cœur du sujet actuellement. Donc, merci en tout cas. On va passer du coup maintenant la parole à Anne-Julie. On va discuter ensemble. Donc, je vais garder l'ordinateur. C'est très gentil. Donc, Anne-Julie Plouvier, vous êtes responsable communication à la coopérative de la Coperle, qui est une coopérative de production, de transformation et de consommation de la viande porcine à Lamballe. Et du coup, donc, ce qu'on avait mis en avant en fait un peu sur votre intervention, c'était que la coopérative Coperle fournissait 75% des besoins en chauffage de la ville de Lamballe. Voilà, c'est un peu une petite introduction. Et avant un peu de déflorer le sujet, est-ce que vous pourriez m'expliquer déjà, présenter la Coperle, présenter en fait cette coopérative, un peu les enjeux notamment de votre filiale Coperle Environnement? Oui, alors le 75% de chauffage, c'est un bon gros teasing, parce que ça va bien m'occuper d'expliquer tout ça. Donc effectivement, la Coperle, c'est une coopérative agricole bretonne spécialisée dans la production porcine. Et on a une organisation que nous, on appelle en filière pour pouvoir répondre aux besoins des adhérents vraiment du début à la fin de la transformation, donc de l'amont à l'aval. On a une branche qui s'occupe de la partie nutrition, une branche qui s'occupe du groupement, une branche qui s'occupe de la transformation des viandes, de la salaison. Et entre les deux, on a chacune nos propres enjeux. Et entre l'amont et l'aval, on a la branche Coperle Environnement qui, elle, va s'occuper de tout ce qui est gestion des effluents, gestion, traitement et valorisation des coproduits de la Coperle, donc à l'amont et à l'aval. Et alors, toute l'histoire pour arriver à 75%, elle prend 1h15, donc je vais compresser. Mais concrètement, la branche a 30 ans. Ça fait 30 ans qu'on travaille sur ces problématiques de gestion d'effluents et valorisation des coproduits. Et ça a commencé dans les années 90 par la captation de la matière organique excédentaire en élevage. Pour ne pas les citer, les lisiers qui ne pouvaient pas être répandus, capter cette matière-là et lui trouver une valorisation. Donc ça se faisait à l'époque, et ça continue de se faire pour les élevages qui ont encore une station, par des stations de traitement, où en gros, pour faire très court, on va casser l'azote, on va casser le phosphore, on va séparer une phase liquide et une phase solide, et cette phase solide-là, on va la récupérer sur le site de Lamballe et la valoriser par séchage. On va sécher la matière qu'on récupère, on va la formuler, on va la granuler, et on va la valoriser comme un engrais organique naturel à destination des cultures spécialisées. Ça, c'était, on va dire, l'ancien modèle. Je dis, il y a encore 60-75 stations qui fonctionnent. Mais on a un nouveau modèle. Et le nouveau modèle, il est possible parce qu'on est en coopérative et parce qu'on a aussi une branche équipement, que j'ai volontairement pas dit avant, qui, elle, s'occupe de travailler pour les solutions en bâtiment pour nos adhérents et qui a travaillé sur un nouveau bâtiment, un nouveau système de captation de la matière en élevage, où contrairement à l'ancien modèle où on cassait l'azote, là on va le capter directement, on va valoriser tout le pouvoir azoté en gros de la matière organique qu'on va récupérer. Et cette matière-là, quand on la récupère fraîche, nous on appelle ça la matière fraîche, en fait elle a un pouvoir bien plus méthanogène que celle qu'on récupérait dans les stations. Donc on va pouvoir méthaniser la matière et produire du gaz pour la ville de Lamballe. Et on produit 75% effectivement en équivalent, en tout cas en consommation de la ville de Lamballe, de l'agglomération de Lamballe en gaz, parce que notre méthaniseur est le plus gros méthaniseur d'Europe sans épandage. On l'a inauguré dans les années en 2019. Et il a pu être dimensionné de cette façon-là parce que sur le site de Lamballe, on produit notre propre vapeur, notre propre chaleur directement à partir de combustion de biomasse et de notre propre biocombustible. C'est cette chaleur qui va nous permettre de le maintenir à température et sans épandage parce qu'on va récupérer le digestat et on va lui aussi le sécher et il va lui aussi partir sur notre filière d'engrais organiques naturels qui est la même que la précédente. Je sais pas si le schéma est assez court, mais c'est un très très beau schéma. Donc effectivement, là c'est un schéma d'économie circulaire où, en l'occurrence, ce que vous disiez, c'est que la clé d'entrée, on va dire, des enjeux climatiques au sein de la Coperle ont été, entre guillemets, la gestion des effluents, voilà, avec des stations d'épuration et donc la gestion vraiment de l'azote directement. Et ensuite,
Vous êtes parti sur ce travail au niveau de l'équipement. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus du coup sur comment vous travaillez justement avec les agriculteurs coopérateurs sur comment vous obtenez en fait cette matière fraîche qui va au sein du méthaniseur du coup? Il y a des experts bien meilleurs que moi sur le sujet, mais clin d'œil à gauche. Mais concrètement, tout se fait directement sous les animaux. C'est-à-dire que les déjections tombent dans une salle sous les animaux, et dans cette salle-là, en fait, on a une pente inversée. Donc vous imaginez une salle en V comme ça, avec un racleur qui vient systématiquement remonter la matière. Donc on sépare directement le liquide du solide. Concrètement, c'est ça. Donc il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui n'est adaptable que sur des nouveaux bâtiments. C'est sur quand il y a une extension dans un élevage ou de nouveaux adhérents qui s'installent qu'on peut utiliser ce bâtiment. On ne peut pas, pour l'instant, développer ça dans des bâtiments existants. Ça a beaucoup d'avantages. Donc déjà, le premier, c'est la captation de tout le pouvoir méthanogène de la matière que nous, on va récupérer. Mais ça a aussi des avantages en élevage, puisque c'est en fait le mélange de la phase liquide et de la phase solide des excrétions des animaux qui va libérer de l'ammoniac. Donc en fait, si on sépare directement le liquide du solide sous les animaux, on empêche cette formation d'ammoniac qui est perceptible dans l'air. Donc on va parler évidemment de bien-être animal, c'est aussi corrélé au bien-être animal, puisque l'air est plus respirable dans les bâtiments. Et puis bien-être sociétal, puisque c'est aussi plus agréable pour les salariés qui travaillent dans les élevages. Et à ce que j'ai cru comprendre, donc on a des émissions d'ammoniac en termes d'air respirable pour les animaux et même pour les animaux qui vont du coup être, le lisier en fait retombe au niveau du racleur, c'est ça que j'ai compris. Dans une salle en dessous. Voilà, dans la salle en dessous. Et donc vous fournissez cet outil. Comment ça se passe? Combien d'agriculteurs coopérateurs aujourd'hui ont utilisé au sein de la Coopère et utilisent déjà cet outil au sein de nouveaux bâtiments? Alors c'est un investissement. Ouais. C'est un investissement pour les éleveurs, clairement, d'aller sur ces bâtiments-là, puisqu'ils coûtent plus cher à la place que les bâtiments conventionnels. Mais la grosse différence, c'est que la matière organique, on la rachète. On la rachète jusqu'à 27. Ça peut aller jusqu'à 27 € la tonne pour les adhérents. En moyenne, ça a une vingtaine d'euros. Mais c'est que ça devient un revenu. Ça devient un revenu, ce n'est pas qu'un problème, ça devient une source de ressources, oui, c'est ça, pour les adhérents. Donc ça aide aussi à l'investissement. J'ai plus les données en tête, mais je crois qu'on parle d'une dizaine d'années pour le retour sur investissement des bâtiments pour les adhérents. Et effectivement, c'est une prestation qui est faite avec la partie technique de Coopère l'équipement pour l'installation de ces bâtiments-là. Super. Directement pour nos adhérents. Ouais, donc là, c'est vraiment l'organisation en fait en coopérative qui vous a permis en fait d'accompagner les agriculteurs dans un investissement supplémentaire au sein de leur exploitation agricole et de créer de la valeur ajoutée à partir de leurs propres effluents d'élevage qui vont venir fournir à votre méthaniseur collectif, en fait. C'est ça que j'entends. Et donc, vous parliez aussi de vos outils industriels qui étaient déjà en place et qui eux-mêmes interagissent dans votre outil de méthaniseur. C'est bien ça, avec la réutilisation de vapeur d'eau, etc. C'est ça. Alors, j'ai oublié de dire aussi, en termes de nombre d'élevages, je sais qu'il y a pas mal de dossiers qui sont en cours sur les installations, mais le chiffre que j'ai en tête, c'est que de toute façon, pour le méthaniseur, on a déjà la captation d'une centaine d'élevages qui alimentent notre méthaniseur actuellement, qui lui fonctionne de façon optimale déjà. Et pour répondre à la question, oui, en fait, on avait... c'est la spécificité du modèle et on a... sans prétention aucune, l'habitude de dire que le modèle est unique au monde, pas tant dans les développements, puisque la méthanisation, on ne l'a pas inventée, à titre d'exemple, elle existe, mais dans l'interconnexion entre nos outils. Et c'est vrai que ce méthaniseur en est la preuve, puisqu'il bénéficie de la chaleur qu'on produit concrètement juste en face. Il y a une rue à traverser et puis c'est là qu'on produit la chaleur. Enfin, une rue, c'est la voie ferrée, mais c'est là qu'on la produit. Tout ce qui est circuit de l'eau aussi, puisqu'on récupère l'eau de notre industrie des viandes qui, elle, est aussi injectée dans le méthaniseur. C'est vraiment un mélange. Donc, c'est vraiment un mélange 100% organique et 100% Coopère, si je peux dire, qui va rentrer dans ce méthaniseur-là, puisqu'on va récupérer l'eau. Et cette eau-là, en sortie de méthanisation, on va la nettoyer parce qu'on a notre propre station de traitement d'eau qui nous permet d'aller d'ailleurs jusqu'à l'eau osmosée. On a tout un travail sur l'eau osmosée et sur le recyclage de l'eau. On a l'habitude de dire qu'on arrive à recycler 148 piscines olympiques par an.
sur notre partie eau. Et effectivement, donc production, c'est pas mal. Production d'énergie, on produit de la vapeur parce qu'on est un gros site consommateur de vapeur. On sèche beaucoup, tant la matière organique que les coproduits animaux, que la partie cuisson de la partie industrie des viandes. Et donc on produit notre propre vapeur, soit par combustion de biomasse, soit par combustion de notre propre biocombustible, lui-même produit à partir d'un déchet graisseux qu'on a dans nos usines et pas à partir de gaz du réseau. Et cette chaleur, comme nos outils sont très très proches les uns des autres, on est capable de la récupérer une seconde fois par des capteurs calorifiques. Et on va récupérer cette chaleur qui nous coûte, avec des gros guillemets, 2 fois 0, d'une certaine façon. Et c'est celle-là qui nous permet de pouvoir maintenir en température le méthaniseur. Ok, donc rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. J'ai pas le droit de dire déchets, je l'ai dit qu'une fois pour les graisses de flottation, mais c'est tout. Ouais, c'est ça. De toute façon, là, on est sur un système, un schéma d'économie circulaire. Vous aviez tendance à évoquer le terme même écologie circulaire au sein de la Coperle. C'est ça. L'écologie circulaire, c'est la deuxième étape. Elle commence avec cette boucle d'eau chaude et cette deuxième captation de chaleur, parce qu'à partir de là, on a de la chaleur à dispo. En gros, on est capable de récupérer 100 000 tonnes de chaleur sur 145 000 qu'on produit une première fois, et le méthaniseur, il en prend à peu près un tiers. Donc il en reste pour plein d'autres projets, et c'est là qu'on va rentrer en écologie, où on va valoriser beaucoup de coproduits. Le méthaniseur, c'est une façon de le faire. Ce qu'on appelle la boucle d'eau chaude, nous, ça nous permet de redistribuer tout simplement cette chaleur sous forme de chauffage pour nos propres bâtiments. Ça en consomme un autre tiers. Mais les fameux déchets graisseux qu'on utilise comme biocombustible, maintenant, on les transforme en biocarburant, qu'on injecte directement dans nos camions, sans modification des moteurs, pour notre flotte captive. Dans 3 ans maintenant, on aura notre usine pour produire une volumétrie conséquente. On fera 20 millions de litres de ce biocarburant-là. Pour l'instant, on le fait sous forme de pilote. On va pouvoir bientôt purifier un autre gaz à la sortie du méthaniseur, pas que le méthane, mais qui est le bio-CO2, qui va aussi pouvoir servir à notre propre industrie à nous, mais aussi à d'autres industries agroalimentaires de la région, parce que le bassin breton, on a d'autres collègues autour de nous. Et puis le bio-CO2, on s'en sert tant pour les tours de refroidissement que pour la conservation des produits en emballage. Et ça, on en utilise nous aussi. Et avec effectivement le conflit à l'est de l'Europe dont on parlait tout à l'heure, il y en a de moins en moins disponibles. Donc avoir une propre ressource bretonne, locale et renouvelable, c'est valorisant pour nous. Et donc pour finir, donc ces engrais, cet engrais organique que vous produisez et commercialisez à travers la coopérative. C'est ça, on a notre propre unité, donc une fois qu'on a capté tout ce qui est soit digestat du méthaniseur, soit ce qui sort des stations qui continuent de fonctionner en élevage, on formule et on fait à peu près 50 000 tonnes d'engrais organiques par an qui sont exportés. Exportés hors, je dis exportés parce que c'est pas commercialisé sur le territoire breton, c'est en France et un tiers aussi à l'étranger, mais tant sur les marchés de la viticulture que de l'arboriculture, que du maraîchage, des espaces verts. Tous ces clients-là ont besoin d'organique. Il y en a besoin sur les terres. Et donc, on apporte des solutions grâce à ces engrais-là. Donc, finalement, on valorise la matière excédentaire en Bretagne sur les autres territoires français qui en ont besoin. C'est en fait, ça répond notamment aux enjeux qui étaient évoqués justement précédemment. Quand on voit les grands pôles d'émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole, on a quand même la partie engrais minéral, protoxyde d'azote, qui est quand même extrêmement plus réchauffant que le CO2 au niveau, en termes d'impact de réchauffement climatique au niveau national et en termes d'émissions de gaz à effet de serre tout court. Donc on se rend compte que là, à travers les différents projets que vous avez en fait construits au fur et à mesure et grâce au modèle coopératif, vous réalisez en fait un joli schéma d'écologie circulaire. Donc, en tout cas, merci beaucoup Anne-Julie, c'est très intéressant et je pense que ça répond en partie à toutes les situations, toutes les initiatives, tous les projets qui existent déjà au sein des coopératives agricoles au niveau national. On en a plein d'autres dans l'ouvrage qui vient de paraître et qu'on pourra distribuer en grand nombre aussi d'ici les prochaines semaines. Et donc c'est l'idée pour moi ici, puisqu'on est au SPACE quand même, de donner la parole donc à Thomas Coépel qui est agriculteur, qui est président de la coopérative Le Goût
Ouessant et également donc en charge du carbone, de la commission carbone au sein de la coopération agricole Ouest. Ça nous permet de poursuivre, on va dire, la réflexion, le schéma sur ce que vous travaillez sur les sujets du carbone au niveau régional et territorial. Donc, je vous laisse conclure et après, on pourra passer à un petite partie questions-réponses, parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Oui, merci. Donc, Thomas Coepel, je suis président du Ouessant. Donc, le Ouessant, c'est une coopérative de nutrition animale qui est basée à Lamballe. Donc, nous sommes voisins de grillage avec la Coopère. Donc, nous voyons effectivement qu'il y a beaucoup de choses de faites à la Coopère, mais là, on apprend et je suis assez estomaqué par comment aujourd'hui vous avez réussi, à partir d'une contrainte dans les années 90, effectivement, contrainte environnementale, à en faire une opportunité. Et ça, ça nécessite effectivement beaucoup d'investissement, mais ça nécessite aussi du temps. Et c'est vrai que dans ce qui nous amène aujourd'hui au niveau du carbone, on a besoin d'avoir un peu de temps parce que il va falloir qu'on travaille les mentalités, mais ce sont des investissements qui vont être aussi très lourds pour réussir la mission donc, qui a été fixée, à savoir de diminuer par 2 les émissions de gaz à effet de serre, donc que ce soit effectivement par la diminution ou la séquestration. Donc la diminution ne doit absolument pas, si possible, certains l'ont théorisé, mais je ne souhaite pas qu'elle s'accompagne d'une baisse de la production animale. C'est quelque chose qui, pour nous, est inentendable, même si on sait que ce phénomène est enclenché aujourd'hui, mais pour une région comme la Bretagne, il est hors de question de voir demain 50% de notre production disparaître. C'est quelque chose qui ne sera pas possible. Donc nous pensons, nous, au niveau de la coopération agricole Ouest, que ces questions de carbone doivent s'appréhender au niveau d'un territoire. Donc c'est ce qu'on fait, nous, au niveau du Grand Ouest, puisque la fédération de la coopération agricole Ouest regroupe aujourd'hui la région Bretagne, la région Normandie et la région Pays de Loire. Enfin, une partie de la région Normandie. Et donc, c'est 3 régions qui sont assez cohérentes puisque nous sommes sur le bassin d'élevage du Grand Ouest. Les mêmes productions, les mêmes problématiques et la même typologie d'élevage et d'éleveurs. Donc, au niveau de la fédération, lorsque Jean-François, ici présent, Jean-François Priou, le président de la coopération, a proposé au conseil d'administration la mise en place d'un groupe carbone suite aux différents, à la feuille de route qui avait été tracée par la coopération nationale. Donc, il m'a proposé gentiment de prendre en charge le groupe, un groupe carbone. Donc, groupe qui est agro et agri, donc qui met ensemble donc les éleveurs et les industries dans les filières qu'on représente, de façon à travailler sur cette question du carbone. Et on a délégué une personne, donc Agathe, ici présente, Agathe Duval, qui s'occupe de l'animation et qui est notre experte, on va dire, au niveau du groupe carbone breton, Pays de Loire et Normandie. Alors nous pensons que les coopératives sont les mieux placées demain pour répondre aux enjeux qui sont fixés par le pouvoir politique et par la société. Parce que tout d'abord, nous sommes des gens qui travaillons en réseau. Donc la force de la coopération, c'est son réseau. Nous sommes présents dans à peu près 90% des exploitations à travers la France, puisque 9 agriculteurs sur 10 aujourd'hui sont adhérents à une coopérative. Et surtout, ce qui fait la force, et Gilles l'a dit tout de suite, c'est que nous pouvons travailler en filière. Et ça, peu de groupes aujourd'hui sont capables de le faire. Donc, grâce à ces trois éléments, nous sommes en capacité aujourd'hui de travailler à relever le défi qui est annoncé, qui nous est annoncé pour 2050. Alors aujourd'hui, au niveau de la coopération, nous allons travailler, 3 axes se dégagent. Donc, dans un premier temps, c'est de travailler puisqu'on travaille en filière, c'est sur les usines de demain.
parce qu'il n'y aura pas de produit chez le consommateur sans transformation. Donc il va falloir travailler sur l'approvisionnement des entreprises et comment est-ce que demain la coopération peut apporter cette expertise aux différentes coopératives du secteur. Ça passera également par le fonctionnement de ces usines. On le voit aujourd'hui avec l'impact de l'énergie qui met à mal une grande partie de notre fonctionnement. Et donc avec ceci, nous souhaitons pouvoir nous adapter donc à tous les changements climatiques, que ce soit tant au niveau de nos filières végétales, mais également au niveau des filières animales. Donc, et surtout en filière animale par l'entrée indice de consommation et énergie. Pour ça, il faudra effectivement développer des outils. Donc ça a été dit tout de suite, de façon à pouvoir mesurer concrètement l'impact qu'aura ce changement, et puis définir quel modèle on veut pour les bilans carbone. Et le troisième point, le plus important, celui sans qui rien ne se fera, c'est quelle sera la valeur qui sera apportée par ce changement, et quelle sera la valeur apportée au changement par le changement de pratique. Donc c'est comment est-ce que demain, nous, coopératives, on fait redescendre la valeur au niveau de nos adhérents. C'est le nerf de la guerre. Comment on aide nos adhérents à passer ce cap. Et surtout, l'intérêt du réseau, c'est de voir comment est-ce qu'on peut travailler en partenariat les uns avec les autres. Parce que ce sujet, c'est un sujet éminemment transversal, et on pense qu'il ne peut pas être abordé chacun dans son coin. Il y a un moment, il va falloir se retrousser les manches et travailler de concert. Donc le but de la coopération agricole Ouest, c'est dans un cas comme dans ce dossier-là, c'est vraiment d'apporter son appui au niveau des coopératives, même si chaque coopérative a ses experts, mais nous pensons que nous pouvons les aider. Donc le but final, ça sera quand même de traduire, la traduction, ce sera de voir l'impact sur les gaz à effet de serre, et puis surtout la valeur ajoutée qui reviendra aux adhérents. Parce que sans cohérence économique, si vous voulez, je pense que les jeunes générations qui demain vont venir dans nos métiers ne pourront pas, que ce soit pour la production animale ou végétale, simplement se satisfaire d'une aide qui serait apportée, d'une aide plus ou moins substantielle, apportée au changement de pratique. Il faut absolument que ça se traduise par une cohérence économique. Sinon, nous n'arriverons pas à trouver les personnes, les forces vives nécessaires pour tout le travail qu'on a à faire dans nos coopératives et dans nos élevages. Donc, et c'est un travail qui va se télescoper avec d'autres engagements que le monde agricole a déjà pris, que ce soit, donc ça a été dit tout de suite, sur la biodiversité, sur la diminution des phytos, sur la question énergétique, et tout en conservant une activité nourricière, puisque même s'il paraît qu'on peut moins manger, il faudra quand même qu'on produise la nourriture pour les minimum 60 millions de consommateurs français. Mais la France étant une zone, je ne vais pas dire bénie des dieux, mais où on peut encore à l'abri de certains événements, il n'est pas interdit de rêver et de continuer à penser qu'on peut exporter nos produits. Donc beaucoup de travail devant nous, mais le point le plus important, ce sera qu'il faudra qu'on le fasse tous ensemble. Voilà. Merci beaucoup Thomas. Moi je retiens surtout le maillage national, le réseau et les filières, le travail en filière des coopératives qui est vraiment essentiel dans cette action face à l'urgence climatique qu'on a essayé de vous montrer vraiment
un petit pourcent de ce que faisaient déjà les coopératives agricoles au niveau du sujet de la neutralité carbone. Voilà, donc on a abordé énormément de choses aujourd'hui. Je souhaitais vous donner la parole déjà à la salle, si vous aviez des questions à la fois techniques sur voilà, ce qui est demandé au secteur agricole en termes d'atténuation d'émissions de gaz à effet de serre, etc. Ou sur comment faire, comment avancer pour les coopératives ou pour le secteur dans son ensemble sur les enjeux du climat. Voilà, si quelqu'un veut se lancer sur une question auprès de notre panel, n'hésitez pas. Oui, donc ce serait une question pour les personnes qui représentent la Cooper. Désolé, j'ai oublié votre nom. En fait, du coup, la question que je me posais, c'était tout ce que vous avez mis en place, finalement, quel impact ça a eu sur le carbone produit par un kilo de viande de porc? En fait, c'est vrai qu'il y a eu une démarche qui est importante. À la fin, ça représente quoi? 10, 20, 15, 3%, 50% du carbone du kilo de porc qui arrive en supermarché. Quel est son effet là-dessus? Puisqu'on a vu, justement, sur la luzerne, on a eu bien les chiffres et on s'est bien rendu compte de ce que ça donnait. Voilà. Sacrée question. On l'a pas raisonné comme ça. On l'a pris sur toute la filière, vraiment sur toute la globalité. Alors, ça va être un petit peu à côté de la réponse, mais j'espère que ça vous apportera satisfaction quand même. On a fait l'exercice de faire notre bilan carbone global. Tout le bilan carbone élargi de la Cooperl, donc vraiment avec évidemment la partie amont qui compte beaucoup, qui compte à plus de la moitié, hein, et puis la partie aval industrie. Et moi, je vous ai parlé essentiellement de la partie industrie. Donc on est une des solutions du problème, mais il faut bien comprendre que c'est dans sa globalité qu'on apporte des solutions. Et on sait, ce bilan carbone-là, si on devait le compenser à 100%, ça ferait, en termes de taxes, si demain tout était taxé par rapport à notre bilan carbone, on sait que ça ferait un surcoût de plus d'une vingtaine d'euros par porc. Donc, ce n'est pas possible. Et on sait qu'avec les solutions qu'on a là, on va pouvoir répondre aux enjeux de la stratégie nationale bas carbone, qui est à horizon 2050. On est même certain de pouvoir y répondre grâce à tout ça. Je ne dis pas qu'on a déjà résolu le problème, ce serait mentir, mais on a mis vraiment un grand pas dans la porte pour l'instant. Et on a fait l'exercice de petites unités par petites unités entre ce qu'on a déjà fait et ce qu'on sait qu'on va faire dans les années à venir. Est-ce qu'on y sera? La réponse est oui. Est-ce qu'on y sera? La réponse est même on y sera 10 ans avant. Donc on parle de stratégie Cooperl bas carbone maintenant. Et les chiffres que je peux vous donner, c'est que par exemple la méthanisation, tout le travail de méthanisation qu'on fait sur le volet agriculture de moins 46% de la SNBC, ça nous permet déjà d'atteindre 20% de l'objectif. Oui, ça marche, oui. Donc Sandrine Dumoulin-Neuf, juste pour compléter Anne-Julie, donc je travaille dans la branche groupement d'éleveurs, donc on accompagne les éleveurs pour faire leur diagnostic carbone à l'échelle des exploitations. Donc aujourd'hui, en fait, l'empreinte carbone d'un porc, en termes de postes d'émission, il y a à peu près 50% qui sont liés à la gestion des effluents, 45% liés à la partie alimentaire et les 5% restants sur l'énergie. Donc quand on parle de la gestion des effluents, donc sur les 50%, on sait qu'aujourd'hui le principal levier c'est la méthanisation et que ça permet de réduire d'à peu près 50%, c'est 50% des gaz à effet de serre. Donc voilà, si ça peut... Super. Est-ce qu'il y a une dernière question pour notre beau panel? Moi, du coup, j'aurais deux questions. La première, c'est... Pardon. Ok. La première, c'est pour le Céréopa. C'est quand vous dites qu'il n'y a pas de stockage carbone dans le secteur agricole, c'est que vous prenez en compte les grandes cultures plus l'élevage ou pas? Quelle est la comptabilité par rapport à ça? Et la deuxième question, c'est une question pour la Cooperl. Du coup, vous rémunérez les éleveurs avant de la matière organique et derrière, ils la rachètent sous forme d'engrais organiques pour leur culture ou pas? Pour le secteur agricole, il y a deux grands postes de stockage, déstockage de carbone. Les cultures déstockent 10 millions de tonnes et les prairies stockent 7 millions de tonnes. Donc si vous faites la somme des deux. Bon, sachant qu'il y a une incertitude assez grande autour de tout ça, donc on va dire que c'est à peu près zéro, quoi, la somme des deux.
Et donc pour la question pour la Coperle, alors non, puisque ce qu'on récupère et qu'on rachète aux éleveurs, on l'exporte, ce que je disais, hors de la Bretagne. En fait, étant donné que c'est de l'azote et du phosphore excédentaire sur les territoires bretons, l'objectif, c'est pas pouvoir de le remettre sur les territoires bretons une fois qu'il est normalisé. C'est vraiment d'aller apporter cette valeur azote ailleurs. Et comme la plupart de nos adhérents sont dans le bassin du Grand Ouest, ils ne sont pas sur les terrains qui ont besoin de cet apport d'azote-là. C'est plus clair ? Super. Vous avez droit à une dernière question, parce que vous avez été très sage, sinon... Ah, voilà. On a parlé du coup des consommations de carbone de l'agriculture, mais aussi du fait qu'elles étaient capables de séquestrer, d'en stocker. Les autres industries qui en consomment, leur stratégie souvent pour être neutre, c'est planter des arbres. Il y en a forcément d'autres aussi, mais ce sont des solutions qui concernent directement aussi l'agriculture. Dans quel cas, du coup, ces éléments se recoupent et dans quel cas on peut espérer une réelle neutralité carbone aussi des autres filières si leurs solutions ce sont également celles de l'agriculture. Vas-y, prends le micro. Oui. Il y a certaines filières qui ne sont jamais neutres. Enfin, l'aviation, par exemple. Voilà. Aujourd'hui, c'est les premiers qui sont obligés de consommer, d'aller acheter des crédits carbone. On le sait bien. Hein. Donc, clairement, l'aviation, je ne sais pas si on peut avoir une date où les avions n'émettront plus de gaz à effet de serre, où ils seront uniquement solaires. Bon, je pense que là, on en est loin. Donc, clairement, l'agriculture, c'est là où elle a sa part à prendre. C'est qu'en fait, l'agriculture, elle va aider les autres filières aussi. Et c'est-à-dire que c'est là où on a notre part à prendre en tant qu'agriculteur. Là, je passe en tant qu'agriculteur, mais je parle aussi pour la filière, c'est-à-dire l'amont et l'aval. C'est que derrière, cette industrie, je parle de l'aviation par exemple, va pouvoir acheter des crédits carbone, on va pouvoir leur vendre des crédits carbone qui sont aujourd'hui négociés à 30-35 euros. C'est des marchés volontaires, mais demain pour être à 100 euros, peut-être plus. On ne sait pas où ça peut aller, hein, puisque c'est volontaire. Donc je veux dire, il n'y a pas de, c'est pas encadré, hein, ça peut être 200, ça peut être 250. Donc ça permettra aussi aux agriculteurs, là aujourd'hui on parle d'agri, ça permettra aux agriculteurs aussi de pouvoir investir. Parce qu'on parlait tout à l'heure d'investissements, des investissements qui sont colossaux, mais les investissements, il y en a pour longtemps, parce que à la fois dans l'industrie, il y a de la recherche, à la fois pour les agriculteurs, il y a de la recherche à faire, parce qu'il va falloir nous aussi qu'on émette de moins en moins. Tout à l'heure, on parlait de biocarburants faits à partir de graisse. Bon, voilà, donc ça, c'est une des solutions. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va devoir continuer à investir pour plus émettre, puisqu'à un moment donné, la séquestration sera full. Je le redis, quoi. Faut pas oublier ça. Hein. C'est que c'est pas un puits sans fond. On parle de puits de carbone, il n'est pas sans fond. À un moment donné, il y a un fond, il y a un couvercle, et puis c'est plein. Donc, très clairement, c'est notre richesse dans l'agriculture. Ça va effectivement va aider d'autres industries, d'autres secteurs qui ne seront pas capables de décarboner entièrement. Mais nous, ça nous permettra demain d'être là nombreux. Je pensais à ce que disait Thomas tout à l'heure. Il disait, c'est vrai qu'on ne veut pas mettre dans nos prévisions de dire, bah oui, il faut pour décarboner qu'il y ait moins d'élevage, etc. Vraiment pas, même si on sait qu'il y a une tendance, même si c'est ce que tu disais tout à l'heure. Le but, c'est de maintenir notre agriculture qui soit cohérente environnementalement. J'ai du mal là, excusez-moi, vous m'avez compris. Mais c'est que demain, on soit là, c'est qu'on fasse vivre le territoire. Alors là, on est en Bretagne, donc c'est qu'on fasse vivre le territoire breton, mais aussi le territoire français. On parlait de la Luzerne tout à l'heure, donc c'est important pour rebondir. C'est que demain, l'agriculture représente et qu'elle soit ce qu'elle était il y a très longtemps en France, une part importante des revenus français. Quelqu'un d'autre veut réagir? Non, je pense que tu as été très clair et que tu as fait un très très beau mot de la fin. Écoutez, en tout cas, merci pour tout à tous nos merveilleux panélistes de cette table ronde, de nous avoir éclairés sur les enjeux de la neutralité carbone aujourd'hui. Pour vous rappeler le thème, donc agir face à l'urgence climatique donc de la coopération agricole est disponible sur notre site internet. On en a imprimé quelques exemplaires en exclu aujourd'hui, mais il y en aura plein dès la semaine prochaine. Donc n'hésitez surtout pas, encore une fois, il s'agit de 10% de tout ce qui existe au sein des coopératives agricoles en termes d'initiatives liées à la neutralité carbone. Donc merci à tous et puis merci encore à vous, bravo et à bientôt.